L'Europe, terre d'histoire, de châteaux anciens et de forêts enchantées, regorge de mythes et de légendes qui traversent les âges. Derrière chaque montagne, chaque lac et chaque village se cachent des récits fascinants, des créatures mystérieuses, des héros oubliés et des énigmes qui défient encore notre compréhension. Ces récits mythiques ont façonné l'imaginaire de générations entières. Certains inspirent le respect, d'autres provoquent des frissons, mais tous ont un point commun. Ils nous plongent dans un univers où la réalité et la légende se mêlent. Et bien loin des récits populaires que l'on connaît tous, il existe des histoires sombres et étranges qui continuent de hanter les mémoires et d'enflammer l'imagination. Aujourd'hui, je vous emmène sur les traces de créatures légendaires et de mystères fascinants. Préparez-vous à plonger dans des récits captivants, où le réel et l'imaginaire se rencontrent. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez très bien. Moi c'est Little Fafa et aujourd'hui, ensemble, nous allons plonger dans des récits aussi étranges qu'envoûtants. Installez-vous confortablement car l'aventure commence dès maintenant. Parmi les légendes de vampires, celle de Jurgrando est l'une des plus anciennes et des plus effrayantes. Et contrairement à Dracula ou d'autres créatures fictives, celle-ci pourrait bien s'ancrer dans la réalité historique. Mais qui était-il vraiment? Pourquoi a-t-il été si redouté dans son village et au-delà? Plongeons au cœur d'une petite ville de Croatie, dans la péninsule d'Istrie, où l'histoire de ce vampire, ou Strigoi, a vu le jour. Notre histoire commence dans le village de Kringa, situé dans la péninsule d'Istrie au XVIIe siècle. Jurgrando était un simple paysan qui, selon les habitants, menait une vie tranquille. Mais tout a changé en 1656, lorsqu'il est mort, à l'âge de 77 ans, ou 77 ans, d'une maladie subite. Mais sa mort n'allait pas signifier la fin de son existence. Rapidement après son inhumation, des habitants commencèrent à rapporter des événements étranges, des cris nocturnes, des ombres furtives et surtout l'apparition du fantôme de Jurgrando. Ce dernier était souvent décrit comme un homme terrifiant, errant dans les rues du village, un mouton mort sur une épaule et un chat noir sur l'autre. Son visage, marqué par un sourire glaçant et menaçant, glaçait le sang des habitants. Ce sourire était devenu un symbole de terreur hantant les nuits du village. On racontait également qu'il frappait aux fenêtres des maisons et que ceux qui osaient lui ouvrir mouraient rapidement, de façon inexpliquée. Les habitants étaient terrifiés. Ils croyaient que Jur était devenu un Strigoi, une sorte de vampire ou d'esprit malveillant. Cette croyance était profondément enracinée dans la culture locale, où l'on pensait que certains morts pouvaient revenir pour tourmenter les vivants. Mais les témoignages ne s'arrêtaient pas là. On disait aussi qu'il poursuivait les femmes du village, en particulier sa propre veuve, qu'il aurait terrorisée à maintes reprises. Sa veuve aurait déclaré que Jur apparaissait dans sa chambre la nuit, la fixant avec des yeux perçants et remplis de malveillance. Le prêtre local, le père Giorgio, tenta de s'interposer, bien conscient que le village sombrait peu à peu dans une véritable malédiction. Mais malgré ses prières et ses tentatives d'exorcisme, les apparitions de Jurgrando se poursuivaient. Le comte Mio Ratetic, l'un des notables locaux, tenta également d'agir. Mais même avec l'aide des villageois, les efforts pour stopper cette terreur restèrent infructueux. Après 16 longues années de peur et d'impuissance, les habitants de Kringa décidèrent qu'il fallait mettre un terme à ce fléau une bonne fois pour toutes. Une nuit de 1672 ou 1672, 9 hommes du village, menés par le père Giorgio, se rassemblèrent pour affronter Jurgrando. Munis de pieux, de croix et de haches, ils se dirigèrent vers le cimetière, le cœur rempli de courage et d'une peur viscérale. Quand ils ouvrirent la tombe de Jurgrando, une vision effroyable les attendait. Contrairement aux attentes, le corps n'était pas décomposé. Bien au contraire, il semblait intact, préservé, comme s'il venait d'être enterré. Son visage rougeâtre, figé dans un sourire macabre, était particulièrement terrifiant. Les villageois tentèrent immédiatement de percer son cœur avec un pieu, un acte commun dans les croyances de vampires. Mais leurs efforts furent vains. Le pieu rebondissait, incapable de pénétrer la chair du cadavre. Ils tentèrent ensuite de percer ses intestins, toujours sans succès. C'est alors que Stipan Milastic, l'un des villageois les plus audacieux, prit une hache et trancha la tête du cadavre. À l'instant où la tête de Jur fut séparée de son corps, un cri terrifiant retentit à travers le cimetière. Les témoins racontent que le corps de Jur se mit à trembler et à remuer comme s'il était encore en vie. Puis, finalement, il s'effondra, immobile. Ce fut la fin de la terreur. Après cet événement, plus aucune apparition de Jur ne fut signalée. Kringa retrouva enfin la paix et la sérénité. Le village, libéré de cette malédiction, redevint un lieu paisible où les habitants pouvaient vivre sans craindre les coups frappés dans la nuit. Au cœur de l'Angleterre, niché entre les collines verdoyantes du Herefordshire, se trouve un petit village nommé Mordiford. Un lieu paisible aujourd'hui,
mais autrefois dérangé par une créature terrifiante. Un dragon dont l'ombre planait sur ses habitants, semant la peur et la désolation. Cette légende remonte au Moyen-Âge. Bien que ses origines exactes restent floues, cette histoire a été transmise oralement pendant des siècles et a même inspiré des fresques dans l'église locale de Mordifort. Les récits varient légèrement, mais tous racontent l'amitié improbable entre une jeune fille et un dragon. Un jour, une fillette nommée Maud, vivant dans le village de Mordifort, se promenait près des rivières Ouï et Lul. C'est là qu'elle fit une découverte incroyable. Parmi un parterre de fleurs sauvages, une étrange créature écailleuse rampait lentement. Son museau était allongé, ses petites ailes translucides frémissaient au vent. Il n'était pas plus grand qu'un chaton. Au lieu de fuir, Maud s'approcha du petit reptile aux écailles verdâtres. Ses yeux étincelaient comme des émeraudes, et bien qu'il fût une créature de légende, il semblait inoffensif. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras et le ramena chez elle. Mais à peine eut-elle franchi la porte de sa maison que ses parents reconnurent immédiatement la créature pour ce qu'elle était. Une wyverne, une sorte de dragon. Alarmés, ils ordonnèrent à leur fille de le ramener là d'où il venait, affirmant que l'élever ne causerait que des ennuis. Maud était obéissante, mais son amour pour la créature était trop fort. Feignant d'accepter, elle le ramena au plus profond de la forêt, dans un endroit où elle pourrait le retrouver chaque jour. Là, elle lui donna un nom, et commença à l'élever en secret, le nourrissant avec du lait et du pain, jouant avec lui, et observant avec fascination ses tentatives maladroites pour s'envoler. L'attachement entre l'enfant et le dragon grandit chaque jour. Les mois passèrent. Loin de rester une adorable créature, la wyverne grandit à une vitesse effrayante. Ce qui n'était qu'un frêle dragonnet devint une bête imposante, aux écailles d'un vert profond et aux ailes épaisses et puissantes. Un jour, le lait ne suffit plus à calmer son appétit. Il avait besoin de viande. D'abord, il se contenta d'animaux sauvages, mais bientôt, il commença à s'attaquer aux troupeaux des fermiers de Mordifort, dévora leurs moutons et leurs vaches. Puis, les hommes eux-mêmes. Les villageois, terrifiés, cherchèrent une solution. Ils prièrent, consultèrent des sages, mais rien ne semblait pouvoir les débarrasser de la créature. Maud, horrifiée, implora son ancien ami d'arrêter ce massacre. Mais si le dragon avait gardé une chose de son enfance, c'était son attachement pour la petite fille. Il épargna Maud, et elle seule. Le village, désormais à bout, demanda de l'aide aux nobles de Mordifort. Un homme du nom de Garston, issu d'une famille riche locale, se porta volontaire pour tuer le dragon une bonne fois pour toutes. Armé d'une lourde armure et d'une lance acérée, Garston s'enfonça dans la forêt, où la créature avait élu domicile. Caché parmi les feuillages denses, le dragon était presque indétectable, parfaitement camouflé dans la végétation luxuriante. D'un coup, un rugissement terrible retentit. Le dragon ouvrit sa gueule et lança un torrent de flammes en direction du chevalier. Garston, de justesse, parvint à lever son bouclier et à dévier l'attaque. Il n'eut qu'une seconde pour réagir. Il pointa sa lance et la projeta de toutes ses forces vers la gorge du monstre. La lance transperça la chair de la wyverne et l'acheva sur le cou. Mais alors que le village célébrait la fin du cauchemar, une silhouette émergea de la forêt. Maud, folle de rage et de douleur, se précipita sur le cadavre du dragon. Dans certaines versions du mythe, elle maudit les villageois et disparut à nouveau dans la forêt. Dans d'autres, son chagrin fut si immense qu'elle mourut sur place, son cœur brisé à jamais. Au cœur des sombres forêts d'Estonie, une entité maléfique rôde depuis des siècles. Un gardien spectral, une force obscure qui veille sur les esprits de la nature et châtie sans pitié ceux qui osent troubler leur repos. Son nom, le Klum King. Les légendes racontent que le Klum King était autrefois un homme, un protecteur des bois, un ermite vivant en communion avec la nature. Mais les hommes, avides de terre et de ressources, mirent le feu à la forêt, le laissant périr dans les flammes. Dans son dernier souffle, il jura de ne jamais laisser les intrus impunis. Depuis cette nuit funeste, une présence invisible veille sur les forêts estoniennes. Un esprit sans chair ni os qui punit ceux qui osent profaner la nature. Mais sa vengeance n'est pas instantanée, elle est insidieuse, implacable. Le Klum King n'a pas de forme unique. Certains le décrivent comme une silhouette fantomatique aux membres tordus, d'autres comme une ombre mouvante qui se fond entre les troncs d'arbres. Mais tous s'accordent sur un point. Il vous traque, silencieusement, sans relâche. Les témoins parlent d'une sensation oppressante, d'un froid anormal s'installant soudainement. L'air devient lourd, les bruits de la forêt s'évanouissent, puis viennent les pas, lents, précis, parfois proches, parfois distants. Mais jamais au même endroit. Les contes avertissent depuis longtemps les enfants. Ne joue pas trop profondément dans la forêt. Ne ris pas trop fort. Ne cueille pas de ce qui ne t'appartient pas. Sinon, le Klum King viendra. Les anciens du village racontent que les disparitions sont nombreuses. On ne retrouve jamais de traces de lutte. Jamais de corps. Juste des empreintes qui s'arrêtent brusquement. Comme si l'enfant avait été avalé par la terre elle-même. Le pire, disent certains, c'est que le Klum King peut aussi posséder les âmes imprudentes. Lorsqu'il pénètre un corps, il n'est plus un simple spectre, il devient une présence,
insidieuse, un mal rampant, une rage sourde s'empare de sa victime. Elle murmure dans son esprit, l'incite à agir, et bientôt, elle n'est plus qu'un pantin. Plusieurs témoignages font état de villageois autrefois doux et aimants, qui du jour au lendemain se sont mis à errer dans la forêt, à parler une langue inconnue, à poser leurs mains contre l'écorce comme s'ils y entendaient des voix. Certains ne sont jamais revenus, d'autres ne sont jamais redevenus eux-mêmes. Certains disent que ce ne sont que des légendes, des histoires inventées pour éloigner les curieux des dangers de la forêt. Mais vous, oseriez-vous vous aventurer seul dans une forêt estonienne après la tombée de la nuit? Merci d'avoir exploré ces légendes avec moi. Si elles vous ont plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner pour d'autres récits fascinants. Et vous, que pensez-vous de ces légendes? À bientôt, je l'espère, dans une prochaine vidéo. Bye bye!